De retour sur le plateau de la tranche info, place à l'échange et au débat dans notre focus. Et on a bien sûr notre team d'observateurs, à savoir Miguel Guérin. Bonsoir Miguel. Bonsoir Harold. Bonsoir. Daryl Pézeron est là. Bonsoir Daryl. Bonsoir Harold, bonsoir la Guadeloupe, bonsoir aux invités qui sont présents parmi nous. Et bonsoir à toi Mayembe. Bonsoir à Harold, bonsoir à Guadeloupe. On a perdu l'habitude. Il y a une semaine où vous ne venez pas et c'est bon. On peut plus dire bonsoir correctement. Comme Daryl fait, à donner la force aux grands frères qui nous regardent. Parce que c'est important. Chaque fois, on le fait, donc là, je tenais à le faire. C'était ça qui m'a un peu... Très bien, très bien. Et nous avons également sur le plateau Anaël Anzala, qui est vainqueur des Olympiades de chimie au niveau régional. Bonsoir. Bonsoir. Et il est en compagnie de Jean-Yves, son professeur, qui est aussi président de l'Association des Olympiades de chimie. Bonsoir. Bonsoir. Alors, en deuxième partie, on va faire notre petit point actu. Mais pour l'instant, on a donc notre champion des Olympiades de chimie. Donc, tu as gagné pour le niveau régional, mais bon, reste encore le niveau national. Visiblement, tu es bien classé. Il y a de gros espoirs sur toi. Moi, j'aimerais bien qu'on te découvre un petit peu, qu'on retrace avec toi un petit peu ton parcours. Tu viens de passer ton bac, on en parlait hors plateau. Déjà, pourquoi tu as choisi effectivement ce baccalauréat scientifique avec effectivement cette chimie qui, je pense, doit te passionner en fait? Alors oui, j'ai toujours été passionné par les sciences, depuis même le collège. Donc j'ai toujours considéré ça normal en quelque sorte de prendre des matières scientifiques, les maths, la physique, toutes ces spécialités-là. Et en fin de compte, donc en terminale, quand j'ai appris l'existence des Olympiades de la chimie, donc un concours sur la chimie, je me suis intéressé, je me suis inscrit, je me suis dit pourquoi pas, ça pourrait être sympa de découvrir un peu plus la chimie, de faire des choses que j'aime en fin de compte. Et donc je me suis embarqué en fin de compte dans cette aventure où il y a beaucoup de chimie, on rencontre des professeurs passionnés aussi, donc des professeurs de l'association des Olympiades de la chimie Guadeloupe. Donc on apprend beaucoup de connaissances supplémentaires par rapport aux connaissances de terminale en fin de compte. Et donc ce concours de chimie est principalement axé sur les techniques expérimentales, donc les TP, les expériences. Il y a aussi une partie, en fin de compte, il y a deux épreuves, une épreuve expérimentale et une épreuve qu'on appelle collaborative, qui se fait en groupe. Celle-ci où on réfléchit à 3 ou 4 à répondre à une problématique. Donc il y a tout aussi... il y a une... C'est quoi le genre de problématique qu'on pose en chimie concrètement? Alors concrètement, ce sont des problématiques sur la fabrication de produits. Alors ça peut être des produits cosmétiques, produits ménagers, peu importe. Et avec des contraintes qu'on nous impose, ou à des produits assez atypiques, ou des produits naturels, endémiques d'un territoire. Par exemple, on est en Guadeloupe. Donc pour l'épreuve régionale, si je me souviens bien, j'ai eu à répondre à une problématique qui concernait un savon à base d'huile d'avocat. Donc l'avocat, c'est ce qu'on a ici. Donc c'est des petites problématiques comme ça qui sont spécifiques à chaque région. Moi, concrètement, je peux aller sur Internet, je regarde un tuto et je fabrique un savon à l'huile d'avocat. La plus-value du chimiste, ça va être quoi? Alors la plus-value du chimiste, ça va être d'analyser, en fin de compte, les processus de fabrication et la composition du produit dans les moindres détails. Donc avec la composition exacte, comment le savon va fonctionner, pourquoi prendre tel composant au lieu d'un autre. Donc c'est toute cette partie qui, à mon sens, est encore plus intéressante, qui va faire que ce concours est si particulier et si passionnant. Donc en fait, la chimie, ça permet de retirer la part de hasard dans les dosages qu'on réalise et d'être extrêmement précis de façon à obtenir un résultat concret. Ah oui, c'est exactement ça. Souvent, on a un produit, il fonctionne bien, on se dit, bon, c'est magique, mais en fin de compte, il y a toute une recette derrière. Ça paraît impressionnant, mais c'est vrai qu'il y a toute une recette, il y a des procédés qui fonctionnent, des relations, des réactions qui font que ce produit est si performant en fin de compte. Miguel.
Oui, donc effectivement, comme il disait, ce dont il parle, c'est simplement en industrie, ce qu'on appelle la répétabilité ou la reproductibilité, c'est-à-dire pour qu'on puisse répéter un procédé selon telle ou telle étape, et aussi on sait dans les détails avec quelle température que ça a été réalisé, avec quel produit, qu'est-ce que ça va donner, etc., comme il disait, et c'est quelque chose qui est assez intéressant et qui est recherché énormément dans l'industrie parce qu'en fait, par exemple, je sais pas, pour faire toujours en regardant l'exemple du savon, on peut se dire que on a réussi à faire un savon et qu'on fait toujours la même recette et que ça fonctionne, mais dans les faits, effectivement, quand on vérifie le savon, on voit que je sais pas moi, je veux dire une connerie, peut-être l'indice de saponification n'est pas la même. Enfin, voilà, parce que pourquoi? C'est parce que peut-être l'huile 1 n'était pas de la même qualité que l'huile 2. Et donc, c'est en ce sens que les chimies sont super importantes. Donc, vous êtes un peu les orfèvres de la sélection des molécules à utiliser. Oui, tout à fait. Oui. Il y a il y a des caractéristiques à prendre en compte, des paramètres propres à chaque composé chimique qui font qu'un autre sera plus intéressant, qu'un produit sera plus intéressant qu'un autre. Mais tout dépendra aussi de l'objectif à atteindre, si on veut un produit économique ou un produit plutôt qualitatif en quelque sorte. On va venir justement sur ce que tu as réalisé, tu nous parleras de ta réalisation. On va se tourner vers ton professeur. Qu'est-ce qui fait un bon chimiste finalement ? Alors, qu'est-ce qui fait un bon chimiste? Alors déjà, il faut en fait des études. Voilà. Déjà donc les études, oui. D'accord. Alors, en fait, c'est vrai qu'il faut avoir cette vocation, cette passion, et c'est le but de l'association, c'est-à-dire que la chimie, elle a du mal effectivement à plaire, la science aussi. Donc, via tous ces projets qui sont mis en action avec l'Académie de la Guadeloupe et notamment les Olympiades, on essaie effectivement de rendre la chimie plus ludique. Et on remarque à travers toutes ces expériences, comme a dit Anaël, les épreuves collaboratives, expérimentales, et puis de façon ludique en travaillant sur des produits locaux, par exemple, et tout, ils remarquent que la chimie, elle est autour de nous. Donc voilà. Et quand ils remarquent que la chimie est autour de nous et puis ils commencent à avoir une petite passion en se disant elle est dans notre vie de tous les jours au quotidien, là on peut avoir un bon chimiste en se disant bon, on a besoin de nous, voilà. Parce que c'est vrai qu'on a du mal en fait à plaire la science. Je ne sais pas si vous avez de bonnes notes en chimie, mais on a toujours tendance à dire ah ouais, le prof de sciences physiques, ah oui, quand j'étais en classe, je préfère la physique, pas trop la chimie, les sciences c'est compliqué. On a toujours ce petit discours qui est répétitif. Et nous, on essaie effectivement de rendre ça plus ludique pour avoir des bons chimistes. Mais c'est vrai que moi je me rappelle aussi un peu des cours de chimie, oui forcément, mais je trouvais qu'il n'y avait pas assez d'expérience et que les expériences vraiment parlent beaucoup plus que beaucoup de théories. C'est vrai. Et c'est vrai, normalement, on est en fait une matière à science expérimentale. C'est écrit. Bon, après, on ne va pas parler du matériel et tout, mais c'est vrai que souvent, il en manque et je suis complètement d'accord. Même pour avoir des pipettes, on avait du mal. Donc, pour prendre 2-3 fluides, c'était déjà compliqué. Donc, à fortiori, faire de grosses expérimentations. On ne peut pas expliquer la chimie sans faire des sciences expérimentales. Ça, c'est pas possible. Je suis complètement d'accord. Donc, d'où effectivement l'organisation du concours avec cette partie vraiment de réalisation concrète pour les élèves. Exactement, il y a du concret, on les motive, on fait des expériences et puis on espère qu'ils ressortent plus passionnés. Grandis, exactement, grandis. Et je me posais la question, ça fait combien d'années que cette association et ce genre de concours existent Alors, ça fait déjà 6 ans, ça fait déjà 6 ans, voilà. Et en fait, chaque année, ou tous les 2 ans, il y a des thèmes. Alors, cette année, en fait, c'est chimie et cosmétique. Avant, c'était chimie et ville, chimie et énergie. Et bientôt, avec les Jeux Olympiques qui ont lieu à Paris, ce sera chimie et sport. Wow. Donc voilà. Et puis, on essaie de lier, en fait, la chimie avec, en fait, tous les domaines de la vie de tous les jours. Et là, on est en plein chimie et cosmétique. Et Anaël a participé à la première année, en fait, des Olympiades avec le thème chimie et cosmétique. Une question. Oui. Que faites-vous des solutions trouvées par les étudiants? Les solutions, c'est-à-dire les protocoles qu'ils ont. Les protocoles, les recettes, on ne sait pas. Ce qu'ils trouvent, est-ce que ça peut servir après?
Ah, c'est vrai qu'on les Est-ce qu'il y a guide une en fait. finalité en fait? Est-ce qu'il y a- Alors c'est vrai qu'on les guide lors des épreuves en fait expérimentales. C'est vraiment une équipe soudée de professeurs qui leur donne le protocole à faire. Donc c'est plus dans le sens où effectivement ils expérimentent le protocole qui a été donné par les professeurs pour pouvoir comprendre le sens en fait de l'expérience. Ils n'ont pas de découverte en fait à faire, mais c'est une idée. Hein. C'est une idée, pourquoi pas. S'il y a deux petits brevets au final, pourquoi pas. 5%. Pourquoi pas leur demander une petite... Parce que le tout, c'est de valoriser au maximum ce que la jeunesse fait. Et comme vous l'avez dit, de vulgariser au maximum pour les initier à vouloir s'intéresser un peu plus à ce domaine-là. Et que de mieux que montrer ce qu'ils ont réalisé au cours des années et mettre un plus-value, en fait. Qui a une finalité, c'est-à-dire la mise en place d'une industrie, etc. Argent. En fait, ce qu'il veut dire, c'est que industrie, pour motiver, s'il y a de l'argent à la clé, bon, forcément... Alors effectivement, il y a un autre concours qui s'appelle Parlons Chimie, où ils sont 3, c'est une épreuve collaborative, et ils doivent, effectivement, c'est toujours la même association, ils doivent en fait chercher un protocole pour pouvoir nous expliquer leur expérience en fonction du thème. Et là, ils sont libres. Donc là, et l'année prochaine, il y aura la première session, donc c'est une belle transition de Parlons Chimie, et puis on va essayer de motiver, alors plus les classes de seconde, première, pour effectivement, et on va valoriser leur travail. Et... Il a l'air intéressé. Ah, forcément. Normalement, il part. S'il y a quelque chose à la clé. Il se dit, oh non, j'ai raté ça. Mais concrètement, pour motiver aussi les jeunes, vous avez choisi la pédagogie, donc vous êtes vraiment axé sur la transmission en tant que chimiste. Mais est-ce qu'un chimiste peut devenir riche concrètement? Il y a des débouchés, Miguel nous l'a dit, ok. Oui. Mais est-ce que ça gagne bien un chimiste? Alors, c'est vrai qu'un chimiste travaille dans un laboratoire. Donc on ne va pas se mentir, il n'y a pas beaucoup de laboratoires en fait ici en Guadeloupe. C'est vrai que le chimiste, alors, Anaël était à la remise des prix en fait pour l'épreuve nationale, et il a pu voir qu'il y avait en fait les plus grandes entreprises de chimie qui avaient besoin justement des élèves. C'était comme un mercato, hein. Ils peuvent témoigner. Et venez signer et tout, etc. Parce qu'ils ont besoin de chimistes. Il y a vraiment énormément un besoin, voilà. Mais il manque encore des laboratoires en fait ici pour pouvoir effectivement leur permettre qu'on en a très peu de travailler. Voilà, il y a très peu, mais il y a tellement de quoi faire. On peut faire, je sais pas, pour remplacer le plastique, on peut travailler sur la bagasse, on peut travailler sur changer les pneus en fait des avions à partir de la chimie verte. D'ailleurs, ton sujet on peut, il y a plein de choses. Après, ça reste peut-être une idée politique, il faut peut-être les booster, aller faire toc chez eux, mais il y a vraiment énormément à faire. On peut faire des hydrocarbures biosyntétiques. Ouais. Je lance ça dans un lac. Je sais pas, trouver une utilisation pour les sargasses, puisqu'on en parle depuis des années, on n'a toujours pas trouvé. Donc, toute la chimie pourrait aider à solutionner et faire des filières autour, effectivement, de certaines choses qu'on trouve ici en Guadeloupe. On va se retourner vers Anaël. Ton projet, c'était quoi? Puisque tu devais préparer un produit cosmétique. Comment s'est passée ta préparation? Alors, j'ai eu l'idée de transformer en fait un beurre de karité qui est en fait un peu solide et assez compliqué à faire pénétrer dans la peau. Et donc j'ai eu l'idée de le mélanger à des huiles. Donc j'ai pris l'huile d'avocat et l'huile de coco. Donc c'est des huiles qu'on a ici assez facilement. Et en fait on les fouette avec un batteur électrique ou un fouet. Donc on arrive à faire une crème bien mousseuse. On peut y rajouter des huiles essentielles pour donner de l'arôme, une bonne petite odeur, et quelques vitamines pour avoir des vertus supplémentaires. Et donc en fait on obtient une crème qui est à base de beurre de karité, qui pénètre bien mieux dans la peau, qui a une meilleure tenue et qui a des vertus supplémentaires, des vertus apaisantes, tonifiantes, cicatrisantes, permettent de redonner l'élasticité à la peau et d'améliorer la qualité du cuir chevelu. Donc je crois que c'était un objectif qui a donc ton beurre fouetté a cartonné finalement. Une espèce de beurre fouetté, beurre de karité. C'est vrai qu'il est difficile à employer. Souvent c'est en bloc. J'ai des bribes de chimie là, ça ne s'appelle pas une émulsion par hasard?
non. Moi, j'ai pas les termes techniques. C'est pas ça. J'ai pas les termes techniques. Tu as quand même gardé les termes indice, saponification, émulsion. Hydrocarbures. Bah, en fait, en vrai. Il veut étaler sa connaissance. là. Non, en fait, j'étais en spécialité SVT. Mais j'aimais bien la chimie, sauf qu'en fait, la chimie se rapprochait trop du français, donc du coup. Il se rapprochait trop du français. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Dans physique chimie. Non, c'est vrai. Ah ouais. La chimie, j'ai trouvé la chimie trop proche du français, du coup, j'aimais pas trop la chimie, du coup, je restais en SVT parce que c'était plus open mind biologie. Littéraire, Oui, c'était un petit peu trop littéraire. Ah, les ET. Non, Ah bon? non. Donc la chimie, c'est littéraire. Non, pas trop. Hein. Pas trop, hein. Si, je trouvais il y avait un côté trop rédaction. Trop de blabla. Trop de. De théorie. On parle trop. Moi, je voulais de l'action. Hein. Quand j'allais en bio, c'était de l'action. C'était voilà, des muscles, c'était je sais pas, alimentation, etc. Je trouvais ça plus. Ah, Ça me faisait plus vibrer. Plus... Application. Il n'y a pas eu d'application. Il y a pas eu vraiment Mais c'est ça, d'application, c'est le manque peut-être, d'application en fait, je pense. Et même les maths, j'aimais bien parce qu'il y avait aussi de la réflexion, etc. Mais revenons sur la chimie. Donc, oui, l'indice de saponification. Mais tu vois, lorsque j'ai discuté avec le jeune homme, on a toujours cette, on va dire cette jointure entre la chimie justement et la biologie, parce que tu expliquais que oui, à partir des molécules que tu as obtenues, l'idée c'était de faire en sorte que la peau puisse devenir beaucoup plus douce ou je ne sais quoi, et justement il y a cette approche aussi biologie dans la matière. Et au début, tu disais que tu n'aimais pas trop la biologie, mais mine de rien, que tu le veuilles ou non, tu... Ah ouais. Parce que tu dois reconnaître les notions effectivement de porosité de la peau, etc. Effectivement, tu vois. Donc, épiderme, endoderme, etc. Donc, effectivement, oui. Ils sont taqués un peu. Ils sont Ouais, taqués. mais- Tu peux leur répondre, hein. Tu peux leur répondre, Tu franchement, peux, vas-y. pas de hein. problème, on est là pour discuter. Après, c'est pas parce que je n'ai pas axé mon projet professionnel sur la biologie, sur les études, tout ça, que je n'aime pas. C'est vrai que c'est pas forcément mon domaine de prédilection, mais quand un chimiste doit préparer un produit, il doit bien sûr s'intéresser à tous les effets secondaires, toutes les réactions qu'il y aura avec la peau, avec les cheveux, tout ça. Donc il doit nécessairement s'informer sur tous ces principes-là, quoi. Très bien, très bien. Donc ton savon a été bien accueilli. On veut l'avis du professeur. Est-ce que vous l'avez essayé? Oui, allez. Non mais on veut. Alors il faut en fait juste rajouter que c'est de la chimie cosmétique instantanée. C'est-à-dire qu'on demande en fait, toi aussi tu peux aller en fait ce soir dans ta cuisine, faire voilà. Mais sinon il y a une réelle en fait réglementation derrière pour pouvoir la commercialiser, passer par l'Institut Pasteur, passer par des laboratoires et tout. Et ça c'est le travail de l'ingénieur chimiste. Voilà. Très bien. Et sinon, effectivement, on peut le faire en fait à la maison. Et c'est au niveau du ressenti, de temps en temps. Voilà, c'est vrai qu'il faut avoir des notions de biologie. Et voilà. Mais ça fonctionne. D'ailleurs, excuse-moi Aaron, je vais me poser la question, est-ce que les lycéens ont la possibilité justement de visiter des laboratoires de chez nous et tout pour pouvoir voir comment ça fonctionne et voir tout ce qui est produit en tout cas au sein de notre territoire? Exactement. Alors, dans l'association, en fait, l'idée, c'est de les faire sortir et d'aller effectivement dans les laboratoires de nos entreprises locaux. Alors, cette année, on n'a pas pu le faire, vous savez pourquoi? Malheureusement. Mais normalement, en fait, c'est ça. Et ça se passe plutôt bien. On va dans des entreprises, on n'a pas le droit de dire. Enfin, mais, Si, tu peux, si tu veux. Nous, ça ne nous dérange pas. on va à EDF, on est allé à Lafarge, on est allé à Bioma, mais c'est dans les laboratoires pour pouvoir effectivement comment ça fonctionne. Il n'y a pas l'Université des Antilles par hasard? On est allé à l'Université des quand Antilles, même. Guyane. Oui. Alors, Est-ce que vous avez fait Phytobocase? on n'a pas pu. Ah, vous n'avez pas pu? On n'a Dommage. pas pu. Ah, c'est On secret, aurait- c'est secret défense là-bas? On aurait vraiment aimé. Hein. Je vais essayer encore l'année prochaine et franchement, ouais. Mais sinon, ouais, c'est très riche en connaissances et on aurait vraiment bien aimé. Ouais. Très bien. Anaël, pour le local, c'est réglé. Pour le national, est-ce que tu as déjà ton plan? Alors, en fin de compte, j'ai déjà participé aux Olympiades nationales. Donc elles se Ça sont finit 17, je crois. déroulées, oui, fin mai et début juin. 17e sur 36. Oui, en 2 jours. Donc oui, j'ai fini 17e sur 36. Donc c'est un résultat
Je suis assez content, surtout que... Vous étiez combien au départ? En tout? Au départ, c'est en 2000, tout, on était 2500? quelque chose comme 2500 Ouais, dans les 2500. candidats sur toute la France. Et tu finis 17. Oui. 17 sur 2500. Bravo, Ça. bravo. Franchement, chapeau. Bah, il faudra... Un sujet, justement, à l'échelle... Enfin, dans le national, c'était quoi le protocole? Alors, Le dernier sujet. alors, à l'épreuve expérimentale, on a dû fabriquer un déodorant solide. Donc, on avait plusieurs protocoles à réaliser. On devait appeler souvent l'examinateur pour qu'il vérifie si on avait bien répondu aux questions. Parce qu'il y a tout un compte rendu en fin de compte à faire pendant l'épreuve. Donc on devait réaliser un déodorant solide. Et pour l'épreuve collaborative, on a travaillé sur la commercialisation d'un parfum. Donc là, on devait vraiment travailler sur donc déjà comment on fabriquait ce parfum, comment on extrayait les huiles essentielles, tout ça. Et puis, il y avait tout un travail de réflexion sur la rentabilité du produit qu'on avait commercialisé. Donc, quelle forme de bouteille il fallait privilégier, quel protocole il fallait mettre en place en fonction du coût de ce protocole. Donc, il y avait toute une réflexion sur le retour sur investissement. Ah ouais. Donc, il fallait en quelque sorte charmer le jury sur toutes ces questions-là. Donc c'est mettre au point un produit, mais quand même avoir l'argumentaire aussi. Oui. Le pour budget pouvoir- pour et pouvoir le le budget pour finaliser. pouvoir le C'est bien beau de fabriquer un savon, un shampoing, un déodorant, un parfum avec des matières premières nobles, avec des huiles qui font rêver, mais s'il n'y a pas un retour sur investissement, Si c'est pas rentable, si c'est ça pas sert vraiment à rien. rentable, ça va jamais réellement être mis en place. Donc aussi cette réflexion à avoir, quoi. Et c'est plus, j'ai une question pour le professeur. Et à l'échelle nationale, l'étudiant, enfin le lycéen qui finit premier, il gagne quoi en particulier? Alors celui qui a fini premier, il est du lycée Louis-le-Grand, qui est devenu un ami à Naël. Presque. Des Et, collègues. Et en fait, Amis ou en compétition? Comprendre pour pouvoir C'est le ça, dépasser, tu c'est vois. ça, se dépasser. Pourquoi pas? alors il a des prix évidemment, il a je crois 1000 euros, Ouais. mais il a gagné 1000 euros et puis là aussi en fait toutes ces places qui sont qu'il attend dans les écoles en fait de chimie, donc ça c'est clair et net, s'il veut bien sûr. Bien sûr. Et puis il va participer aux Olympiades internationales et pour D'accord. représenter la France dans le monde. Donc il y a encore en fait une autre étape pour pouvoir effectivement valoriser la chimie à travers leur pays. Juste une petite question comme ça. Est-ce qu'il y a la Russie dans Oh là là là. Quoi? C'est une question au hasard. C'est une question au hasard. Ok, d'accord. Je crois pas, je ne sais pas. Je crois qu'il y avait. N'empêche que normalement il y avait quelque chose qui devait être organisé, mais tout a été annulé, bien sûr. Voilà, dans les Manque de dans les budget, Olympiades. j'imagine. Ah ouais. Très certainement. Et pour la suite, donc Parcoursup, ça donne quoi? Alors, Parcoursup, donc j'étais accepté en prépa MPSI, donc maths et physique principalement, à Saint-Louis, donc à Paris. Donc l'année prochaine, c'est je dommage. pars pour 2 années de prépa. Mais je n'oublie pas la Guadeloupe. Hein, Ouais, on en reparle dans 2 ans. c'est la terre de cœur. Donc bon, si j'ai des opportunités qui s'offrent à moi pour retourner en Guadeloupe, j'hésiterai pas. Non, je pense que tu devrais cartonner là-bas et ouvrir ton laboratoire carrément ici. Hein, parce que, ouais, il faudra qu'on ait de quoi vous payer avec toutes vos compétences là. Et vu qu'on n'a pas encore de développement, hein, vous devrez le faire. Hein. Ce sera votre mission hein, concrètement. Par la suite, tu souhaites faire quoi concrètement? Alors concrètement, donc après ces 2 années de prépa, donc je devrais passer les concours d'intégration en école d'ingénieur. Alors j'ai pas encore trop d'idées sur réellement le secteur dans lequel je veux évoluer. Alors au départ c'était aéronautique, c'était sûr aéronautique. Mais avec ces fameuses Olympiades de chimie, j'ai découvert la chimie d'une autre façon. Vous avez perturbé le blanc. Je vois la chimie sous un autre œil et donc j'hésite un peu, mais je pense que c'est quand je serai quand ce sera vraiment le moment de choisir que le choix se fera. Et puis il faut bien sûr étudier les matières en profondeur pour vraiment se faire une idée. Donc
je laisse... Je peux te donner un petit chuchotement, la géothermie. C'est pas mal, hein. La géothermie, c'est un secteur chez nous, je pense il y a des milliards de... bien exploité. Ça, c'est vrai. Oui, avec géothermie plus hydrogène, tu vois. Hydrogène vert, hein. Ouais, voilà. ça fera partie des enjeux. Donc tu sais pas encore vraiment quoi. Non, pas. Ce qui est sûr, c'est que c'est les sciences. Mais après, ou je ne sais pas, il y a beaucoup de secteurs très intéressants, de domaines passionnants, donc je verrai bien. Alors si tu avais un message justement à envoyer aux plus jeunes que toi qui cherchent justement une formation, un secteur d'activité à choisir. Alors, j'aimerais leur dire de ne pas hésiter à emprunter la voie scientifique, parce que bon, ça peut faire peur, c'est vrai, on comprend pas trop bien la chimie des fois À commencer par les maths déjà. Parce que, les mathématiques, la physique, chimie, tout ça, même au collège, ça commence déjà à devenir compliqué, on entend des inconnus, X, on comprend pas trop. Mais j'ai envie de leur dire qu'il faut que s'accrocher, puisque c'est un domaine qui devient vraiment passionnant au lycée. Et je pense à l'avenir, donc je ne sais pas encore, mais je suppose. Donc oui, de s'accrocher parce qu'il ne faut pas non plus sous-estimer. On a notre place parmi les jeunes de France. Clairement, de France hexagonale. 17e sur 2500. Oui, j'ai eu ma place, donc tout le monde a sa place à son échelle. Donc il ne faut pas hésiter à emprunter cette voie scientifique. On rate, c'est pas grave. On se réoriente, c'est pas grave. Donc on a toutes les qualités ici, l'environnement qui est fait pour la réussite des élèves. Et quelques bons enseignants justement qui c'est ça. donnent envie. C'est ça. J'allais venir pour la conclusion. C'est parce qu'effectivement, il faut tous ces pédagogues qui transmettent la passion aux jeunes étudiants. Il y a ça aussi. Moi, mon prof de maths m'a fait haïr les maths. En 6e, moi, je le dis, il m'a fait haïr les maths, j'ai jamais pu m'en remettre. Moi, c'est mon professeur de physique-chimie qui m'a fait adorer la physique-chimie, tu vois. Donc, c'est pour ça que je suis allé dans cette matière-là quand le bac scientifique existait encore. Donc, comme on dit, tu rencontres la bonne personne. C'est vrai, complètement d'accord. Alors, le mot de la fin pour vous, justement. Vive la science. Vive la chimie. Concis, précis. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu sur ce plateau ce soir. On souhaite beaucoup de courage et bon vent. Du coup, pour finir, j'aurais juste une question. Où est-ce qu'on peut retrouver l'association Ah oui, alors on a le Facebook, en fait, Olympiade de chimie. Un numéro de téléphone 58 67 22 et on est en fait moi je suis professeur de physique chimie à la cité d'excellence sportive en fait à côté du CREPS. Donc voilà. Et il y a application sur le sport. Application sur le sport, voilà, exact. Mais sinon 58 67 22 et puis avec tous les projets qu'on va mettre en place pour être de bons pédagogues avec une super équipe avec nous l'association, on fera de notre mieux. J'ai une dernière question. Est-ce que tous les professeurs de physique-chimie, enfin de chimie du territoire, sont dans cette association justement pour... Non, en fait, non. On est 11, je crois, une dizaine. D'accord. Une dizaine, en fait, qui le font avec passion, bénévolement, pour justement transmettre cette mission. Voilà. Super. Merci en tout cas pour le travail que vous réalisez. Merci effectivement pour les performances que tu fais dans ton domaine. Et on te souhaite effectivement bon vent pour la suite. Donc tu vas t'envoler a priori. Faudra penser à revenir. Hein. Non, mais sérieux, il faut penser à revenir et développer aussi le pays Guadeloupe. Il y a Damien Bissessard par exemple qui est rentré. Hein, il a choisi la Guadeloupe, donc hein, on t'attend. Tôt ou tard, on ne sait jamais. Moi, je crois. On se quitte pour une page de pub et on revient avec nos invités en plateau. De retour sur le plateau du Focus, on passe en mode revue d'actualité avec nos observateurs. Et Miguel proposait qu'on se penche sur le G7. Qu'est-ce que tu mesures, Miguel? Ah, on va faire la boum. Je mesure la fierté du maire du Gosier pour sa commune après son festival. Je voulais la faire. Oh mon Dieu. Miguel est extraordinaire. Miguel, tu es extraordinaire. On s'y attendait pas. Hein.
Ok, bon, G7. En fait, bref. Ouais. Non, en fait, le petit question que je voulais apporter, c'est en fait, qu'est-ce que vous allez me dire ce que vous en pensez, vous quatre. Lors du G7, ben, il y a eu le G7, bon, pas très important. Donc le G7, c'est le rassemblement des chefs d'État de 7 grands pays, pas forcément les vrais plus grands pays, mais bon, rassemblement des chefs d'État. Ouais, donc du coup, ok. Lors de ce rassemblement, ben, il y a eu une photo qui a été prise, et en fait, c'était la photo des femmes, des premières dames, des fameux présidents membres du G7. Et ça a fait polémique. Pourquoi? Parce que c'est dit, les hommes sont au travail et les femmes sont en train de jouer ou de faire des activités, de profiter d'argent, etc. Et moi, je voulais savoir quelle était votre opinion par rapport à ça. Ben, première dame, c'est un bon métier. Hein. Faut dire la vérité. Première dame, c'est un bon métier. On assiste à des galas, on assiste à des réunions, on fait des œuvres caritatives, on fait des choses comme ça. C'est-à-dire que, en fait, c'est vrai que quand tu vois comment il fait, on va dire, tout ce qui est environnement politique, surtout dans les hautes fonctions, ben, le conjoint, que ce soit homme ou femme et tout, ben, curieusement, ne participe pas normalement à la gestion de la vie publique, mais a droit à des subventions. Tous les avantages à des avantages exact. particuliers parce que le conjoint est dans une fonction peut-être à haut risque ou à haute responsabilité, donc ça implique que celui-ci, par rapport à l'image qu'elle renvoie avec lui, ben, elle obtient ceci, cela. Après, est-ce que c'est légitime ou pas du tout? Ouais, mais je pense qu'il faut nuancer en fait. Parce que il y a plusieurs types de premières femmes. Par Aussi. exemple, si on prend Michelle Obama, c'est une première femme qui est active, qui passe à la télé, qui donnait son opinion. Alors, elle ne faisait pas de politique à proprement parler, mais elle était souvent présente en fait. Donc, Elle travaillait quand même sur l'image politique de son mari. De son mari, ils se connaissent depuis des années, puis c'est entre guillemets elle qui l'a mis à, qui l'a aidé à cheminer à ce niveau-là. Donc voilà, elle a un rôle. Mais si par exemple on prend, je sais pas moi, Sarkozy avec Carla Bruni, c'est juste parce qu'il fallait une femme au président en fait. Donc on voyait que c'était une femme, comment dire, elle jouait son rôle de première femme, juste elle faisait un peu de présentiel, voilà. Mais tu vois, donc après, je pense que ça dépend en fait je sais pas moi par exemple, Laurent Gbagbo qu'on a arrêté en 2002, donc quand il y a eu le soulèvement en Côte d'Ivoire, sa femme était là, quoi. Elle s'est pas défiée en disant, moi je connais pas, c'est mon mari, elle était là, et c'est même elle des fois qui parle à sa place, tu vois. Donc je pense que ça dépend en fait du positionnement qu'une femme a et de l'intérêt aussi qu'elle a, et vice-versa. Mais est-ce que c'est aux citoyens, finalement, de devoir payer le train de vie, grosso modo, de la première dame d'un pays concrètement? Puisque concrètement, son mari vit déjà sur l'argent public. Donc, elle aussi vit sur l'argent public. Donc, on a 2 fois dépenses pour le même foyer. Ouais, bah, je reprends, mais Est-ce qu'elle ne devrait pas travailler? Voilà, en fait, avoir un travail comprends, comme tout le monde. Moi, tout dépend de l'investissement qu'elle met, en fait. Parce que, comme je dis, Michelle Obama, elle était tout le temps présente, on la voyait partout. Pour moi, Oui, mais comme je dis, les événements légitime. mondains, est-ce que participer à des événements mondains, finalement, c'est un travail? Est-ce que faire acte de présence dans des œuvres caritatives, prendre la parole, c'est un travail? Peut-être pour les influenceurs, mais bon. Oui, mais pour moi, ça reste légitime, ça reste intéressant ou légitime quand elle apporte une plus-value. Et elle apporte une plus-value. C'était clair et net, elle prenait position. Mais effectivement, on comprend Mélanie Trump, qui était juste là, qui ne voulait même pas tenir la main de Trump. Là, non. Et je pense en fait que c'est... J'ai pas envie de dire ça, mais généralement, dans les républiques, on va dire, occidentales, c'est la femme et même l'homme, parce qu'on ne connaît pas trop le mari d'Angela Merkel. On ne l'a pas connu. On ne l'a pas connu, en fait. Donc, c'est vrai que dans les républiques occidentales, c'est pas très bien avant, alors que dans les républiques plus asiatiques et africaines ou même sud-américaines, on connaît beaucoup la femme, ou bien le premier fait le mari ou la femme, en fait. Donc, je pense que je pense que c'est une vision typiquement occidentale, en fait. Mais ça remet aussi en question la société patriarcale aussi, qui est typiquement occidentale et qui n'est pas forcément présente dans d'autres pays. Donc je pense qu'il faut avoir ce regard-là aussi, ne pas se dire uniquement « Ah ouais, ben... voilà quoi ». Mais là où je tiens quand même à donner vraiment mon avis, c'est que les femmes qui sont présidentes, malheureusement, effectivement, elles sont...
c'est-à-dire, par exemple, si on prend l'exemple de Melanie Trump, en fait, c'est une ancienne, enfin, elle est de la Lettonie, Lituanie et autres, donc d'origine slave, et elle-même, elle s'appelait esclave. Donc, dans sa famille, pour eux, c'était normal qu'elle soit l'esclave de Donald Trump, par exemple. Donc, c'est-à-dire qu'on peut aller jusqu'à ce niveau, en fait, de réflexion où, finalement, elle est l'esclave de quelqu'un et l'esclave d'un système, tu vois. Enfin, vous voyez. Donc, je pense qu'il faut qu'on fasse attention à, maintenant, la société, en fait, dans laquelle évolue la République ou le représentant de la République. Faire en sorte que cette mentalité puisse évoluer. Voilà. Parce que j'essaie de me remémorer un peu le général de Gaulle et j'ai pas connaissance, sauf s'il y a des archives qui le montrent, que sa femme était au devant de la scène ou avec Non, mais son mari et tout. la question est vraiment légitime dans la mesure où tu es la femme d'eux. C'est pas toi qui as. Et c'est vrai que on a un peu les mêmes répercussions dans le milieu artistique où tu as le rayonnement de la personne qui est extrêmement connue, qui est extrêmement appréciée et consort. Mais comme disait Mayambe, si tu apportes pas une plus-value, Si une tu te valeur ajoutée, distingues pas surtout, parce que c'est vrai voilà, que tu sers à être rien, de donc, l'ombre de quelqu'un. Oui, mais après et c'est là que c'est pour ça que j'ai voulu apporter ce questionnement, c'est que en soi, elle est simplement la femme d'un président. en fait, Donc, en fait. elle a, il n'y a pas de en soi, compétences particulières. Il n'y a pas de compétences. Le président l'a pas choisi parce qu'elle a des compétences en économie. C'est sa Il femme. a choisi parce que c'est sa femme. Et on peut se demander, est-ce que c'est légitime de la... Enfin, parce que c'est un poste, en fait, on a l'impression. On a l'impression que être première dame, c'est un poste. Que c'est presque un job, ouais. Presque un job. Et comme tu disais tout à l'heure, on se demande est-ce que ça c'est légitime. Mais après, moi, ce que je me disais, c'est que, après, comme j'avais commencé mon discours, je disais que effectivement, ce sont des femmes de président, donc concrètement, elles font ce qu'elles veulent, en fait. Moi, c'est ma vision des choses. Bah en fait, C'est comme les enfants de Will Smith ne sont pas obligés de faire être acteurs, en fait. Même si Will Smith a peut-être une force. Et encore là, tu vois, là c'est le métier du père, mais là on parle de... Être président, c'est un métier aussi. Hein, un métier, c'est... un métier pas métier. c'est un métier pas métier. C'est quoi un métier pour toi? Tu travailles, on te paye. Oui, mais c'est le mode d'accession qui est différent. Là, c'est un vote. Là, tu as un vote. Parce que là, on te désigne finalement, mais t'as pas passé d'examen, t'as pas passé de test. C'est en fonction de ta popularité. Donc, voilà. Oui, tu peux être le plus grand compétent, on a voté pour toi, c'est bon, Oui, t'es mais président. c'est la même chose. Hein. Tu déposes un CV. Tu fais une campagne présidentielle. Tu es reçu par un jury ou par un président d'entreprise. Pour moi, c'est la même chose. Ils ont été tirés au sort. Bah oui. À limite. Pas tiré au sort, mais il y a... Si, je sais pas moi, si tu veux travailler à... Oui, mais par exemple, on va prendre un exemple tout simple. Justement, tu as parlé de déposer son CV. Donc, l'employeur regardera en fonction de tes compétences si ça lui correspond ou pas. Concrètement, c'est ce qu'on a fait. Concrètement, si un président devait déposer un CV, ce serait quoi son CV, en fait? Justement, c'est son programme. C'est son programme. Mais ils n'ont pas de programme. Et ça... Donc, à partir de là, ils n'ont pas de programme, donc leur CV, il est vierge. Donc... Après, médiatiquement parlant, ils ont... Pour donner ta vision des choses, effectivement, Emmanuel Macron a déposé son CV. Il est à Rothschild. Après, quand il est à Rothschild, on l'a positionné en tant que ministre de l'économie. Et après, il est devenu président, pardon. Donc, ça peut être aussi une forme de CV, hein, je pense. Hein. Et je pense qu'aujourd'hui aussi, ça pose une autre question. De plus en plus de personnes qui sont dans le privé, les Man Brothers, Rothschild ou les grandes sociétés, qui basculent dans le public. Dans le public pendant 5 ans et après qui rebasculent dans le privé. Dans le privé. C'est-à-dire, en fin de compte, que être président maintenant, tu n'as plus forcément... Enfin, est-ce que tu défends vraiment l'intérêt général? C'est aussi une question... Ou est-ce que tu récupères des contacts, des informations qui ensuite tu vas retransmettre ensuite à ceux qui t'ont mis là, quoi. Un conflit d'intérêt grand. Et je pense que c'est ça, en fait, le problème de plus en plus. C'est-à-dire, c'est ça qu'il faut dire, en fait. C'est-à-dire que... Et c'est pour ça que tu abordes un bon sujet, c'est-à-dire de plus en plus, le privé sincère, enfin, même pas sincère, il est déjà là, dans le public, et du coup, est-ce qu'il y a toutes ces visions de services publics, de la nation, tout ça? Moi, je pense pas. Je pense plus que c'est des gens qui en ont commis là pour défendre des intérêts. Et après aussi, je comprends, hein, quelqu'un qui a une grande société, qui veut mettre quelqu'un aussi qui peut piloter, qui veut faire passer une loi bien précise. Voilà, tout ça je l'entends. Hein. Mais je pense que ça... Moi, le lobbying, on ne va pas critiquer à outrance le lobbying, c'est une méthode parmi d'autres. Mais c'est vrai que
déjà qu'on a un peu cette caste politique qui est en formation, ce que Miguel a soulevé justement avec les femmes qui Ou sont... le conjoint, enfin, ou le conjoint. le partenaire de vie de celui C'est toujours un peu, moi je vois toujours un peu effectivement ça comme une espèce de petit entre-soi en fait. On a un entre-soi politique qui décide, qui fait ce qu'il a à faire, et bon, que nous on paye derrière. Moi, je dis franchement, nous on est là pour payer les factures, et eux ils sont là pour avoir le train de vie. C'est vrai qu'il aurait dû fallu, je pense, pour que ce soit peut-être plus légitime que l'argent qu'elle reçoit, qu'elle le reverse, ou qui le reverse. Mais c'est pour ça l'aspect action caritative. On va les présenter effectivement pour dire bon, ben, on va aider Bernadette Chirac, les pièces jaunes, tu comprends? Et après, t'apprends qu'on achète Ferrari sur le compte des pièces jaunes, tu vois. Donc à partir de là, oui, la façade c'est une bonne petite mafia. Mais c'est un entre-soi. Grosso modo, pour moi, c'est un entre-soi. Et Grosso modo, c'est un entre-soi. C'est-à-dire aujourd'hui, tu es ministre ou maire, ou peu importe, enfin, tu es ministre, on va dire. Du ministre, tu deviens après, comme par hasard, secrétaire d'une grande société ou tu as un poste d'un seul coup. Donc c'est de l'entre-soi. Il faut voir, il y a plein d'affaires. Alors, ce n'est pas Mayambé qui le dit, mais il y a l'affaire Colère, il y a plein d'affaires. La femme McKinsey qui montre très bien que, les gars, en fait, ils sont entre eux et que je te passe la balle. En fait, c'est un match de foot, quoi. Je te passe la balle, et le but, c'est de faire passer à profondeur pour marquer un but. C'est vrai que c'est là très que le coup- intéressant de faire une sorte d'arbre, si tu veux, pour voir à peu près comment les gens sont connectés entre eux. Ah, sur les ramifications, mais il y a eu un petit document. Pour se rendre Oui, compte à oui, quel il y a point eu- que, en fait, quand ça tourne. Ah non, mais tu vois le nombre de flèches, tu es Et surpris. ça, ce serait intéressant de montrer ça un peu. Si, il existe, hein, j'ai vu juste les réseaux. En fait, c'est la même chose. C'est le même dispositif, le même document que les médias. C'est-à-dire aujourd'hui, on sait que les médias, hein, c'est quelques sociétés qui détiennent les médias, et avec toutes les ramifications, pareil pour les grosses sociétés. Mais ce document-là aussi existe en matière politique et autres, où on voit très clairement que c'est une forme d'entre-soi. Et quand tu es dedans, tu es dedans. Si tu n'es pas dedans, tu n'y es pas. Et ça existe depuis des années. Miguel. Et donc, du coup, est-ce que vous ne pensez pas qu'on devrait mettre en place une certaine forme de communisme moderne? Communisme. Quoi? Excellent. Mais approfondis la question. Approfondis Une forme de idée. communisme moderne. Bah, Approfondis ton idée. Avec partage équitable des richesses, c'est ça? oui, parce que on a donc le mélange ou le faux mélange entre le public, le privé, donc autant le mélanger vraiment, quoi. On mélange tout et puis on met... Dissoudre tout ça, Voilà. et on revient à Marx. Tu sais, moi, j'estime que chaque république a son temps. Et peut-être qu'un jour, ce sera peut-être notre génération qui va s'en occuper, ou celle qui est juste après, qu'il faudra effectivement passer à une autre république qui sera peut-être plus en adéquation avec ce que l'ensemble de la population souhaite. Parce que c'est vrai que... Et vie. Voilà, Et et vie. vie. Parce qu'on a des gens qui sont dans leur Qui sont sur monde, leur tour. Voilà. qui n'ont aucune vert et conscience des réalités finalement d'une partie de la population et qui décident pour cette même population. Exactement. Ce qui m'avait le plus choqué, c'était ce qui s'était passé lors du Stade de France, quand il y a eu les émeutes, où tu voyais le propre ministre de l'Intérieur qui a tronqué les chiffres en disant que oui, il y avait eu à peu près plus de 20 000 billets. 40 000. 40 000, voilà, 40 000. 40 000 billets qui ont été donnés, enfin de faux billets qui ont été donnés aux personnes, alors qu'après investigation par le Royaume-Uni, en fait par Liverpool, ils se sont rendus compte que c'était que 2000. Et je me dis, mais comment un gars qui est à ce poste-là se permet de mentir ouvertement face aux médias, à l'ensemble du monde, mine de rien, et on s'en fout. En fait, C'est ça dingue, hein, passe, c'est ça dingue, passe c'est dingue. dans le plus grand écart. Tellement qu'on est habitué, j'ai l'impression À ce que des représentants mentent, enfin, c'est pas grave, il a menti, bon, c'est pas grave. Ça passe. Ça passe. ça passe. Il Et s'excuse je aujourd'hui. pense que là, il faudrait qu'on arrive à un stade où, ce genre de choses, on dise non, il m'en faut contre, parce que Ouais, mais- à un moment ou un autre, ça va péter. Hein. Mais moi, je pense que de toute façon, il faut qu'on soit clair à ce niveau-là. Par exemple, actuellement, encore une fois, c'est pas Mayambé qui le dit, parce que les gens me disent, oui, Mayambé a dit, c'est pas Mayambé qui le dit, c'est sur Internet partout. Macron, il a aujourd'hui des ministres qui sont accusés de tentative de viol, et ils sont toujours ministres. Abad. Donc je pense, donc je pense que si on devait être clair, il faut que les choses soient claires. Pour moi, quand tu es ministre et que tu as
déjà c'est ce type d'accusation, pour moi, on devait te mettre en stand-by un moment, laisser ton affaire passer et revenir. Je ne sais pas. Je pense souvent à cet exemple. Brice Hortefeux, ministre de l'Intérieur, je crois, à l'époque, il a été condamné pour racisme. Ça veut dire que moi, j'aurais vu M. Hortefeux en tant que noir, mais j'aurais soumis une question à me poser. Donc, je pense que je pense que il faut, de toute façon, l'avenir pour moi du monde dans lequel on est, il est là en fait. C'est-à-dire, c'est de rebattre les cartes. C'est ce qui se fait en ce moment de toute façon. Rebattre les cartes, redonner une nouvelle vision du monde, parce qu'effectivement, déjà, je pense qu'il va y avoir une grosse crise qui va arriver là dans quelques temps, parce qu'il y a quelques mois, parce qu'il y a trop d'argent qui est injecté. Et l'argent magique, c'est fini. Hein. Ils ont l'argent magique, voilà, qui est injecté. Et je pense aussi que, bon, vu la première candidature d'Emmanuel Macron, la deuxième, faire pire que borgner des yeux, faire pire que faire la dette qu'il a mis en place, faire pire que toutes les affaires qu'il a eues, par exemple Benalla qui frappe quelqu'un alors qu'il n'est même pas gendarme, ça passe à la télé, je le vois, tu le vois, tout le monde le voit. Donc je pense que tôt ou tard, il va y avoir... De toute façon, je pense que si l'humanité globalement veut se relever, il faut qu'il y ait un changement. Mais je pense qu'il y aura du cri, du sang et des larmes, malheureusement. D'ici la fin de l'année, a priori, on va basculer dans un autre monde. Hein. Quand tu as une il va faire inflation... froid, il n'y aura pas de chauffage. En parlant de trop monde d'inflation Et et d'argent, on conclut pour finir, pour que les gens puissent pas dire qu'on n'ait pas parlé de ça et qu'on les ait poussés à acheter de la crypto, comme on vous avait dit, la crypto, c'est pas pour les lâches, d'accord? Faut être prêt à perdre. Non, faut être prêt à perdre. Et forcément, peut-être les crypto-monnaies qui étaient présentes derrière nous, c'est-à-dire hier ou avant-hier, etc., ce sont peut-être pas celles qui étaient, je parle de celles qui étaient au top, hein, ce ne sont peut-être pas les cryptos qui vont mener, etc. Mais quand même, c'est une monnaie d'avenir. La preuve, les grandes banques se tournent dessus parce que la technologie est intéressante. Et comme je disais, donc c'est pas des monnaies de lâche. Et on vous Tu dis ça en fait parce que le marché est en train de s'effondrer. Oui, parce que le marché est en train de s'effondrer, mais vraiment s'effondrer. Oui. Et que la plupart des gens qui restent, en fait, ce sont les gens qui ont confiance en la crypto-monnaie. Et ceux qui sont partis, ce sont des gens qui étaient juste là pour s'amuser, en fait. Pour faire un coup, à la limite. Qui étaient là pour s'amuser. Et moi, en fait, le conseil que j'aurais pu faire aux Guadeloupéens qui a de l'argent à gaspiller, eux, d'aller en boîte de nuit, mettez de l'argent sur les cryptos qui étaient au top, parce que a priori, si ça monte, ça pète. Parce que la dernière fois que c'est descendu autant... Exactement. Pas les maillots Miguel. Voilà. Le Bitcoin s'est retrouvé en mars 2020. Il était à 7 000 €. Il est passé à 30 000 4-5 mois plus tard. Il est monté à 60 000 3-4 mois après encore. Et après, il est redescendu. Mais c'est vrai qu'il y avait une putain d'affaire à faire à ce moment-là. Et on finit. Juste la force, juste la force au grand frère, tout simplement, qui continue à résister et à garder. Il y a une bonne évolution d'après ce que j'ai pu voir. Donc juste force à eux, juste ça. Oui, on attend de voir le dénouement pour les grands frères. Ça, c'est et Clodo. Et Clodo. Et Clodo, qu'on n'oublie pas non plus, ça prend beaucoup de temps, n'est-ce pas? Mais c'est vrai que pour les grands frères, il y a eu des interpellations, donc il y a eu 5 interpellations la semaine dernière. Visiblement, ça commence à bouger, mais on attend de voir le dénouement de tout ça et voir quand est-ce qu'ils seront libérés aussi, puisque le procès n'est toujours pas passé. Merci beaucoup les gars d'être venus ce soir pour ce petit débrief improvisé sur l'actualité. Merci Miguel pour ta thématique. On se retrouve la semaine prochaine avec notre équipe d'observateurs et demain pour une prochaine tranche info. Bisous tout le monde.